Alors, enchantée, je m'appelle Marie Bachelin, je travaille chez Webedia et je suis en charge d'une direction commerciale dédiée aux collectivités territoriales et aux acteurs du tourisme. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et l'objectif de cette petite présentation, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on accompagne au quotidien des agglomérations, des métropoles dans leurs enjeux de communication. Et on va faire avec Bertrand un focus spécifique aujourd'hui sur le e-sport pour vous montrer en quoi le e-sport peut être aujourd'hui vraiment un vrai levier d'attractivité des territoires. Bertrand, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Oh là, c'est fort. Donc, je suis Bertrand Hamar, je dirige les activités e-sport du groupe Webedia Fimalac. On est l'acteur leader de cette petite industrie en France. On travaille beaucoup effectivement avec les collectivités pour organiser sur place des événements qui rayonnent à minima dans toute la France, mais souvent bien au-delà de nos frontières. Et on va vous parler ce matin d'une conviction qu'on a qui est celle de l'intérêt pour une collectivité de se positionner sur ce type d'événement et de recevoir ou de co-organiser des événements e-sport. Avant de rentrer dans le sujet du sport, juste quelques mots sur Webedia. Donc, on est un groupe français d'une quinzaine d'années, aujourd'hui implanté dans une quinzaine de pays, principalement en Europe, dans le Moyen-Orient et en Amérique latine. Ce qui fait vraiment l'ADN de Webedia, c'est que nous sommes des producteurs de contenu avec une grosse capacité de médiatisation, puisque nous cumulons en fait différents corps de métier. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est raconter des histoires, principalement sur les réseaux sociaux, les plateformes sociales, à travers du coup une expertise de producteurs de contenu et à travers toute une galaxie de créateurs, d'influenceurs avec qui on travaille au quotidien, qui nous permettent, que ce soit en format statique ou en format vidéo, de diffuser des contenus sur les réseaux sociaux, mais également sur des formats beaucoup plus longs sur les plateformes VOD, sur les chaînes de télévision. On produit par exemple 7 à 8 diffusés sur TF1 que vous connaissez. On a produit récemment Kaizen, le documentaire d'Inoxtag sur sa montée de l'Everest. Voilà, donc ce qu'on fait au quotidien, c'est vraiment écrire des histoires, produire des contenus et les faire rayonner sur les plateformes. Et pour faire tout ça, on a vraiment 3 corps de métier qui font de Webedia un groupe vraiment hybride aujourd'hui. Une galaxie de médias digitaux, Webedia Networks, vous en connaissez plein. Ça va de allociné.fr dans le cinéma, jeuxvideo.com, éditeur clé dans le gaming et dans les jeux vidéo, Easy Voyage dans l'industrie du tourisme, Épicurieux qu'on a co-créé avec Jamie Gourmaud, donc sur tout ce qui va être découverte, vulgarisation scientifique, savoir, etc. Et puis le petit dernier qui s'appelle MVP, Ma Vie Pro, qui peut vraiment vous intéresser au niveau des collectivités, qui parle de la vie professionnelle et de l'attractivité des territoires, qui est un nouveau média qu'on a créé avec Samuel Etienne. Donc notre premier métier vraiment média. Notre deuxième métier, c'est on est un pilier de la créateur économie, puisqu'on travaille avec énormément de créateurs de contenu, d'influenceurs sur l'ensemble des plateformes. Et tout ça peut être mis en scène grâce à notre expertise de producteurs, que ce soit de la production événementielle et de la diffusion, ou que ce soit vraiment de la production audiovisuelle. On produit énormément de contenu en marque blanche pour un certain nombre de marques, d'acteurs privés et de collectivités locales. Voilà en quelques mots qui nous sommes. Et là, vous allez avoir une dernière slide avec un certain nombre de visages et de logos de l'ensemble des médias qui composent voilà, l'écosystème Webedia et cette capacité qu'on a à écrire des histoires, produire des contenus, incarnés et souvent portés par un certain nombre de représentants que vous avez à l'écran. On va rentrer dans le e-sport, stricto Merci sensu. beaucoup, Je vais Marie. passer un petit peu de temps. Je vais me mettre devant l'écran, ce sera plus facile pour commenter les slides. Donc, on va vous parler d'e-sport et notamment faire un focus sur la LFL, qui est la plus grosse compétition française et même francophone d'e-sport, qui est la Ligue française de League of Legends. Donc, tout d'abord, le phénomène e-sport. Le phénomène e-sport, c'est une partie du phénomène gaming, lequel représente aujourd'hui
la première industrie culturelle mondiale. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est plus fort que le cinéma et la musique réunis. Tout le monde n'a pas conscience qu'on est sur un marché de 200 milliards et à peu près 10% de ce marché, autour de 20 milliards, est consacré aux jeux compétitifs, à l'e-sport. Tout ça génère des audiences colossales qui ont déjà dépassé les 500 millions de viewers. Donc l'e-sport, c'est un peu comme le sport. Il y a différentes disciplines. Chaque type de jeu est une discipline. Si on doit faire une analogie avec le sport, il y a l'athlétisme qui est une discipline et il y a des sous-disciplines, des sous-jeux. Donc les grandes disciplines sont les jeux dits MOBA, les jeux en arène, les jeux de tir, bien sûr, les jeux de sport. Qui font partie de l'e-sport, mais qui ne sont pas tout l'e-sport, bien évidemment, les jeux de combat, les jeux de stratégie. Et tous ces jeux ont des circuits qui fonctionnent tout au long de l'année. Là, vous voyez des compétitions qui sont gérées par Webedia. Donc, on a des compétitions sur League of Legends, sur Valorant, sur Trackmania, sur Street Fighter, sur Rocket League. Donc, différents types de jeux. On est sur un écosystème qui s'apparente complètement dans sa construction à celui du sport. Donc on a des événements qui se déroulent dans des arènes ou dans des stades. On a évidemment ce qu'on retrouve dans le sport, l'aspect merchandising, la vente de maillots. Il y a aujourd'hui des clubs d'e-sport en France qui vendent plus de maillots que certains clubs de foot de Ligue 1. Donc on est vraiment sur un phénomène énorme. Les droits de diffusion, comme dans le sport, commencent à arriver. Vous voyez une image là de la Coupe de France, la Banque Postale Coupe de France de League of Legends, qui a été diffusée cette année en exclusivité par France Télévisions. Donc c'est un vrai move important qui fait apparaître des droits de diffusion au même titre qu'on en a dans le sport. Évidemment, vous avez des groupes de supporters. Aujourd'hui, les plus grands clubs ont leurs fans, leurs ultras qui s'organisent, qui organisent des déplacements, des tifos, etc. On est dans un écosystème qui est vraiment soutenu par les plus hautes institutions en France. Il y a notamment un intérêt du président de la République qui a la volonté de faire de la France le leader européen de l'e-sport, ce qu'on est clairement en train de devenir. Et pour cela, il y a des mesures qui sont faites. Déjà, une prise en charge interministérielle. Aujourd'hui, on a le ministère de la Culture, du Sport, bien évidemment, mais aussi de l'économie qui est en charge du sujet. On voit ici une photo d'une réception à l'Élysée en 2022 où le président Macron avait reçu tout l'écosystème e-sport. Et ça se traduit par une évolution de certaines lois, et notamment depuis 2024, un alignement de la TVA sur la TVA des événements sportifs ou culturels, puisque jusqu'à l'année dernière, la billetterie était taxée à 20% dans les événements e-sport. Elle l'est désormais à un taux réduit. On a en France des structures de renommée mondiale qui participent à des compétitions mondiales et qui font briller la France aussi. Des joueurs aussi qui sont parmi les meilleurs du monde. Vous en voyez quelques-uns là. Et puis effectivement, un traitement de plus en plus accessible au grand public. Là, vous voyez la devanture, la façade de France Télévisions qui avait quand même un énorme poster le mois dernier pour promouvoir cette compétition dont ils avaient les droits exclusifs. L'équipe traite l'e-sport au même titre que le sport. France Info, Le Monde, etc. le traite. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est sur un phénomène de plus en plus grand public, de moins en moins niche, avec des audiences qui ont plus que doublé en 5 ans. Vous voyez ici les chiffres du baromètre Francis Sport. La dernière édition fait état d'environ 12 millions de consommateurs d'e-sport en France. C'est effectivement plus de 2 fois plus que la première édition de ce baromètre en 2018. Si on doit comparer ça au sport, on a fait un petit exercice. On a regardé les followers, hein, les nombres d'abonnés au compte officiel des clubs engagés dans différentes compétitions de sport. Et on a comparé ça au nombre de followers des clubs engagés en LFL, qui est donc la Ligue française de League of Legends. Ben, on voit que la moyenne de followers par club, elle est au-dessus de la plupart des sports. Elle est en dessous de la Ligue 1 qui est stratosphérique avec des clubs comme le PSG, l'OM, Monaco, l'OL qui ont des dizaines de millions de followers pour certains. Mais on est plus que comparable
aux autres sports comme le rugby, la Ligue 2 même de foot. Donc vous voyez qu'on a des audiences qui sont extrêmement fortes et peu de personnes ont vraiment conscience aujourd'hui du niveau qu'a atteint l'audience e-sport. Je vais vous parler maintenant rapidement de la LFL. Donc la LFL, c'est la Ligue française de League of Legends. League of Legends, c'est le jeu e-sport numéro un. C'est un jeu qui a 100 millions de joueurs dans le monde, qui est aussi populaire en Chine, en France qu'aux États-Unis, au Brésil. Vraiment, en quelque sorte, c'est le foot de l'e-sport, c'est le jeu numéro un. Chez Webedia, on a la chance de gérer tout l'écosystème en France. Le circuit amateur qui s'appelle le Nexus Tour, qui permet d'accéder au circuit semi-pro, la Division 2, qui elle-même permet d'accéder au circuit top pro, la LFL, l'équivalent de la Ligue 1, qui elle-même qualifie pour une Coupe d'Europe, équivalent d'une Champions League, à laquelle se qualifient les gagnants de toutes les ligues nationales d'Europe. Il y en a 13. Cette compétition, on l'organise également au niveau européen chez Webedia, qui s'appelle les IMI Masters. Et tout ce beau monde, amateur, semi-pro, pro, comme dans le foot, participe à une Coupe de France. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un modèle qui est comparable au foot, qui génère des très très fortes audiences. Et c'est cette compétition, en tout cas tout ce niveau de compétition, qu'on est capable de délocaliser dans une ville. On peut organiser une étape du circuit amateur dans une petite ville. On peut organiser une équipe une journée de Division 2 où il y a déjà des clubs très influents et des très grosses audiences dans un, un environnement alternatif entre les deux. Et puis, on peut organiser des événements très, très prestigieux autour de la LFL. Donc là, vous avez une petite séquence d'intro de la LFL qui vous montre un peu l'ambition et les moyens qui sont mis en œuvre autour de ces compétitions. On est vraiment sur des très gros shows. Toutes les images que vous voyez sont les images d'événements qu'on a organisés autour de cette ligue française de League of Legends, à laquelle participent tous les clubs. Donc Vitality, je pense que tout le monde connaît Vitality, qui est aujourd'hui le club un petit peu historique. Carmine Corp, on parle beaucoup de la Carmine Corp. La Carmine Corp est née d'ailleurs en Division 2. Elle a accédé à la LFL et c'est aujourd'hui le plus gros club engagé en LFL. Les clubs comme Solari, Gentlemate, voilà, tous les clubs français sont entre la Division 1 et la Division 2, et notamment beaucoup de clubs portés par des influenceurs. En termes d'audience, on est sur une ligue, la LFL. Donc là, vous voyez les progressions depuis la création de la ligue en 2019. On a multiplié l'audience par 8 en 2019. C'est des audiences qui sont vraiment croissantes tous les ans. C'est-à-dire que c'est un baromètre qui prouve vraiment que les audiences de l'e-sport grandissent tous les ans. Cette année, on a encore battu notre pic en 2024 de viewers simultanés à plus de 200 000 personnes en simultané sur un match. En 2023, le précédent record, c'était 163 000. Donc, et tous les ans, j'espère que ce sera le cas encore en 2025, on bat ce record. L'audience moyenne, c'est ça qui est complètement incroyable. C'est que l'audience moyenne sur plus de 250 heures de diffusion, donc on fait toute une année, en moyenne, on a plus de 40 000 personnes qui regardent par minute. Donc on est sur des audiences qui sont extrêmement massives aujourd'hui. Donc, on organise autour de la LFL des événements qui peuvent être des très gros événements comme celui qu'on a organisé à Nice encore cette année, en début d'année, qu'on appelle les LFL Days, où il y a les 10 équipes sur scène. Ça peut être des plus petits événements, et notamment des finales, telles que celles qu'on a organisées à Boulogne-Billancourt. Pour vous dire, c'était une salle de 600 personnes. Donc, c'est plutôt une petite salle, mais on a quand même des audiences qui dépassent le million de vues sur une soirée. Et là, on est sur des événements qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup moins chers à organiser, puisqu'on est dans une petite salle et qu'il y a 2 équipes. Là, on vous a mis une petite vidéo d'un des événements qu'on a organisé. Et à chaque fois, donc les partenaires ont des stands. L'audience se déplace, et c'est ce qui est intéressant, c'est que l'audience se déplace de toute la France. Là, c'est une vidéo sur un LFLD à Boulogne-Billancourt. On en a fait plusieurs à Nice. Et à Nice, par exemple,
plus de 80% des visiteurs ne venaient pas du département. Donc, on a vraiment des cortèges de fans qui s'organisent grâce aux associations de fans pour faire des déplacements officiels et qui restent, qui contribuent à l'économie locale, puisqu'ils viennent, ils prennent des chambres d'hôtel, ils mangent au restaurant, ils dépensent dans la ville. Et pour vous donner une idée, l'année prochaine, on organise à Nice une compétition mondiale de jeux de combat qui s'appelle Evo. Et on estime que Evo va contribuer à peu près 10 000 nuitées dans la ville. Voilà. Donc c'est quand même des chiffres importants. Et c'est des événements qui vraiment déplacent beaucoup de monde. Alors, déplacent les fans, mais déplacent aussi la presse. Sur ces événements, on a une énorme couverture presse. Et là, on a un peu un bilan, c'est ce qu'on voulait vous montrer ce matin, c'est-à-dire l'intérêt de se positionner sur l'e-sport. En presse, un événement comme les LFL Days de Nice, c'est 110 millions de reach. Vous allez voir sur une slide suivante, tous les médias viennent. Les médias digitaux comme Combini, comme Brut, les médias spécialisés comme l'équipe, mais aussi les JT, puisqu'ils vont chacun pouvoir faire un sujet sur la place des femmes dans l'e-sport, les groupes de supporters dans l'e-sport, le portrait d'un joueur. Chacun va pouvoir faire son angle, comme tout l'écosystème est présent là. Évidemment, il y a du monde sur place. Sur cet événement, on avait 8500 personnes. Il y a un reach social incroyable, parce qu'on l'a vu sur la slide. C'est des populations qui sont extrêmement connectées, qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, typiquement, la ville de Nice a mesuré beaucoup plus de résonance sociale autour de sa destination que sur d'autres événements peut-être plus traditionnels qu'ils ont l'habitude de recevoir sur des populations moins connectées. Donc en fait, le reach social sur l'e-sport est phénoménal. Et puis évidemment, les vues, il y a l'audience dans la salle, mais là sur 2 jours, on a fait plus de 3 millions de vues sur Twitch. Donc c'est autant d'audience qui entend parler de la destination, qui voit la destination, puisqu'on tourne des reportages dans la journée, des interviews de joueurs qui sont diffusés dans le broadcast. Et au total, donc on touche avec un événement comme ça 130 millions de contacts, ce qui est totalement lunaire. Là, vous voyez quelques-uns des sujets qui ont typiquement été tournés lors de ces LFLD. Donc pour conclure, avant de vous laisser la parole si vous avez des questions, il y a 3 types d'événements, grosso modo, qu'une ville peut recevoir, qu'une collectivité peut recevoir. Des événements locaux ou régionaux, c'est un peu le phénomène des LAN. Donc là, vous voyez une image de la Gamers Assembly, qui est un petit peu la LAN historique en France, à Poitiers, où en fait, ce sont des compétitions amateurs. Donc, c'est vraiment le monde amateur, c'est facile, entre guillemets, à organiser parce qu'on peut s'appuyer sur des associations locales. Il y a des associations locales dans toute la France. Et déjà, c'est un premier pas important, à mon avis, pour qu'une collectivité appréhende l'e-sport, comprenne l'e-sport et se rende compte de l'impact, on va dire, local. Ensuite, on peut passer sur des compétitions nationales. Donc, je vous ai parlé de la LFL, il y a la Div 2, il y a ça aussi sur d'autres jeux comme Valorant. Donc là, il faut se rapprocher du détenteur de droit. En l'occurrence, nous, on est effectivement l'acteur leader en France. Et ensuite, on va travailler avec des sociétés locales, hein, des acteurs locaux, notamment pour la location évidemment de la salle, mais aussi l'équipement technique, etc. Là, on parle de compétitions nationales qui vont avoir des audiences évidemment locales, c'est-à-dire que les gens de la région et de la ville vont venir, mais qui vont déplacer une audience nationale, donc avec des très fortes audiences en ligne et des retombées presse à chaque fois. Et puis enfin, le cran du dessus, c'est les événements internationaux. Et là, la ville résonne non plus seulement en France, mais dans toute l'Europe, voire dans le monde entier. Montpellier a reçu l'année dernière le LEC, qui est le circuit européen de League of Legends. Et c'est des audiences mondiales. C'est clairement des audiences mondiales. Et ça a aidé Montpellier à se positionner comme vraiment une des villes e-sport en France, au même titre que Nice, qui a reçu plusieurs fois la LFL, qui a mesuré l'impact d'un tel événement et qui a décidé maintenant de passer au niveau supérieur et donc qui recevra en 2025 l'Evo, qui est la compétition mondiale de jeux de combat,
où on attend des joueurs du monde entier. Je pense qu'on va battre le record du monde de participants qui a été enregistré à Evo à Las Vegas il y a 2 ans avec 70 nations différentes. Je pense qu'à Nice, par la proximité des pays européens, des pays africains, en plus des joueurs asiatiques, des joueurs américains et sud-américains, je pense qu'on va battre. Voilà. Donc ça va être un événement majeur de 2025 et ce sera à Nice. Et Nice fait partie de ces villes qui aujourd'hui existent fortement sur la scène de l'e-sport. Voilà, je suis désolé, c'est allé un peu vite, mais ça vous donne une overview un peu du secteur. Et maintenant, on voulait vous répondre à vos questions. Si vous en aviez, il y en a une là-bas. Ouais, merci Marie. Bonjour, bonjour Aurélien Usan, je suis le directeur des sports de la ville de Marseille. Je suis très intéressé par l'attractivité du e-sport, notamment sur le territoire. J'avais une question simple sur Oui, une cartographie euh, sociale un petit peu des pratiquants, des pratiques, ouais. on a distingué différents types de pratiques e-sportives. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, une petite cartographie sociale de ceux qui pratiquent en fonction des catégories Complètement. d'activité. Alors déjà, Marseille, on a eu la chance de jouer la Division 2. On a vu. Exactement, donc avec les missions locales l'année dernière à la Friche Belle de Mai, donc c'était un super événement. Alors, pour effectivement, il y a des audiences qui diffèrent d'une discipline à l'autre. C'est exactement comme dans le sport, hein. L'audience du rugby n'est pas exactement la même que celle du foot, qui est différente de celle de l'escrime, etc. On a la même cartographie un petit peu des audiences e-sport en termes d'âge. Il y a des jeux qui ont une audience plus âgée que d'autres, en termes de catégories socio-professionnelles également. Les jeux qui tournent sur PC ont généralement une audience CSP+, avec plutôt des étudiants. C'est le cas de League of Legends, qui est vraiment un jeu qui cartonne auprès des étudiants, qui est un jeu qui se joue que sur PC. Et pour parler, par exemple, de League of Legends, nous, on a une étude de Nielsen. Sur la LFL, l'âge moyen de l'audience, c'est 27 ans. Donc, on est sur une audience assez âgée. Pourquoi? Parce que League of Legends est un jeu qui a 15 ans. Et donc, ceux qui aient regardé League of Legends lorsqu'ils avaient 20 ans au début, lorsque le jeu est sorti, bah, ils en ont 35 et aujourd'hui, ils continuent de suivre ça comme une pratique compétitive. Donc, on a une audience plutôt âgée sur League of Legends. C'est vraiment une audience qui commence, je dirais, après le lycée à peu près, ou pendant le lycée. D'autres jeux ont des audiences un peu plus jeunes. Je pense notamment à Rocket League ou à Fortnite, évidemment. Si vous avez des enfants, vous le savez. Voilà, donc on est sur des cartographies de l'audience qui varient d'un jeu à l'autre. Et en termes de sexe, genre, on est Ah, sur une pardon. pratique. Alors oui, ça c'est une très bonne question. Effectivement, la place des femmes dans l'e-sport est en pleine croissance, vraiment. Aujourd'hui, on est à peu près, ce qui est vraiment lunaire si on compare ça à ne serait-ce qu'il y a 5 ans, on est à peu près à 75% d'hommes. C'est le cas en tout cas en LFL. 25% de femmes. On voit de plus en plus de femmes dans les événements et également dans la pratique, à tel point qu'on organise même une compétition féminine de League of Legends qui s'appelle la Coupe des Étoiles, dont la finale a eu lieu à 2 pas d'ici à la Paris Games Week au mois dernier, et à laquelle participaient toutes les équipes européennes féminines. Donc il y a de plus en plus de circuits féminins, même si l'e-sport, par définition, est mixte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition pour les hommes, mais comme il y a plus d'hommes qui y participent, bah, en haut de la pyramide, qui est le haut de l'e-sport, on trouve très très peu de femmes. Donc pour aider le développement de l'e-sport féminin, on organise des compétitions qui sont réservées aux femmes. Et on estime que en gros, depuis le Covid, un nouveau fan d'e-sport sur 2 est une femme. Donc la féminisation est clairement enclenchée. Ok, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, monsieur. Merci. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis Abdoulaye Diabaté. Et je suis vraiment très intéressé par le e-sport, ce qui font de ma présence à cette arène du sport. Ce que j'aimerais savoir, j'ai un segment que je gère qui est le foot jeune, football de masse et le foot en milieu scolaire. Est-ce que pour vous, il peut y avoir, je dirais, une communauté
de jeunes scolarisés qui s'adonnent au e-sport, notamment sur le segment football? Oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'effectivement, merci monsieur. Donc effectivement, les liens sport, e-sport, ils se développent. Et notamment sur le foot, c'est une évidence. Par exemple, l'équipe de France de e-foot sur le jeu FIFA qui s'appelle maintenant FC est gérée par la FFF. Et ce que beaucoup de clubs de sport font en local, c'est des programmes sport, e-sport. C'est-à-dire on va s'affronter sur FIFA, on va s'affronter après sur le terrain. Et c'est un bon moyen aussi de ramener les jeunes qui s'intéressent aux jeux vidéo, de les ramener dans la pratique du sport. Et vous avez certainement entendu parler des Jeux Olympiques de l'e-sport. Il y a eu plusieurs écritures qui évoluent vers vraiment une compétition du CIO en e-sport, qui pour le moment est prévue pour la première édition fin 2025 à Riyad en Arabie Saoudite. Et donc là, il y aura les délégations françaises, etc. Donc ça va être un mouvement fort du rapprochement, notamment par l'implication du comité olympique, du rapprochement entre sport et e-sport. Si ça répond à votre question. Oui. Bonjour, je suis journaliste, je m'appelle Hugo Savy, je travaille chez Newstank. Je Bonjour. voulais savoir, est-ce que vous avez un peu mesuré l'effet des déplacements de vos compétitions à Nice, si vous embarquez des partenaires, si derrière ça a créé un peu plus de synergie pour que des jeunes pratiquent l'e-sport, que ça structure, puisque c'est aussi ça l'enjeu, qu'il y ait plus de clubs, plus de structures. Est-ce que c'est quantifiable tout ça? Ouais, effectivement. Et en fait, ces événements sont hyper importants en termes effectivement d'impact. C'est-à-dire qu'on le voit, je vous ai montré des images des événements. En dehors des événements, la ligue, elle se déroule en ligne. C'est-à-dire que les joueurs sont chez eux ou dans leur club et ils jouent à distance et on a juste les commentateurs qui sont en studio. Simplement, tout le monde a besoin d'événements physiques pour mesurer l'audience. L'impact d'un événement physique, il est avant tout économique pour la ville, hein, puisqu'il y a vraiment des retombées en termes de nuitées, etc. On l'a vu. Il est en termes de presse, vous le savez bien, vous allez plus vous déplacer sur un événement, mais il a un impact également fort sur l'écosystème. Parce qu'un événement comme ça va permettre aux teams elles-mêmes d'inviter leurs partenaires, et donc de vendre plus facilement des sponsors pour leurs maillots, etc. Donc c'est très important pour les équipes elles-mêmes. Ça va permettre aux équipes encore d'engager leurs fans en les voyant, en faisant des dédicaces, des signatures de maillots, etc. Et le lien est hyper important puisqu'on est sur une compétition sinon virtuelle, hein, qui se déroule en ligne. Donc oui, ces événements sont indispensables à la création de l'écosystème. Et effectivement, les fans eux-mêmes qui se rencontrent sur le chat de l'émission, etc., vont se rencontrer physiquement, créer des liens, monter des groupes de supporters. Donc oui, c'est déterminant de continuer à avoir ces événements. Vraiment, ça, et puis pour nous, organisateurs, bah, c'est aussi là que les sponsors de la Ligue vont mesurer de la puissance de leur investissement au sein de la Ligue, ce qu'on mesure difficilement en ligne. Voilà. Oui, je vous en prie. Tiens, Marie, pardon. On doit rendre l'antenne. Alors peut-être, allez, deux dernières questions rapidement. Une. Bon. Je vous répondrai hors antenne. Bon. Ouais, on prendra les questions après. Bonjour, donc Sébastien Staquet, je suis préparateur mental du sport, dans le sport. Vous avez parlé de ligue, d'équipe, de comment les équipes aujourd'hui de e-sport se structurent. Est-ce qu'ils ont un staff? Est-ce qu'ils sont appétents à faire de la préparation mentale Complètement, très bonne question, très bonne question. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que les équipes aujourd'hui ont la même structuration qu'un club de sport traditionnel, avec des préparateurs mentaux, avec des préparateurs physiques, avec des préparateurs, avec des nutritionnistes également. Et je vais juste vous citer un exemple qui est une équipe danoise qui s'appelle Astralis. Il y a quelques années, une équipe de Counter-Strike, donc rien à voir avec le sport, a fait appel à une légende du sport danois, Kasper Witz, gardien de l'équipe de handball danois. Et il s'est mis à les coacher mentalement précisément. Tout le monde s'est dit, tiens, qu'est-ce que ce mec vient faire là? Et du jour au lendemain, ils se sont mis à tout gagner. Et depuis, ces liens, ces pratiques qui viennent du sport, notamment de préparation mentale, sont dans tous les clubs. Par exemple, Vitality
le manager de l'équipe Counter-Strike, on a vu tout à l'heure la photo de Zaiwo, qui est le meilleur joueur du monde sur Counter-Strike. Le manager de l'équipe, c'est Mathieu Péché, champion olympique de canoë-kayak. Donc, vous voyez, rien à voir. Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'il les accompagne et c'est vraiment ces principes de rigueur, d'entraînement issus du sport qui aujourd'hui sont légion dans l'e-sport. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui viennent du monde du sport qui sont aujourd'hui sollicitées par les équipes e-sport. Voilà, on doit rendre la scène. Merci pour votre attention, vos questions. On reste à côté si vous avez des questions. On a un stand sur le salon juste en face, le G088. Voilà. N'hésitez pas à passer, on répondra à vos questions sur Merci place. beaucoup. Merci à vous.